Je pense qu'aujourd'hui, on a un talent extraordinaire en France, notamment dans l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle qui adresse le secteur de la santé, mais le risque, il est que finalement, on met trop d'obstacles pour pouvoir scaler, pour pouvoir vraiment construire ces acteurs qui peuvent concurrencer après des Américains ou des Asiatiques. Bienvenue dans David Opère, l'émission qui donne du souffle à la medtech française. Avec mes invités, on parle des blocages, mais aussi des solutions pour développer le business. Et aujourd'hui, je reçois Jackie Abitbol, le managing partner de KT, l'un des plus grands fonds d'investissement santé. Jackie, en France, j'ai l'impression que c'est toujours très difficile d'allier business et santé. Qu'est-ce que tu en penses ? Pas du tout, je dirais. Pour une raison très très simple, c'est qu'aujourd'hui en France, on voit, et on va parler, j'imagine, d'intelligence artificielle et tout ce qui se passe dans le domaine de la santé, donc des talents, okay, donc il y a un vrai besoin déjà sur le marché. Et puis deuxièmement, on commence à voir des financements importants qui viennent justement par l'activité dans laquelle j'opère, c'est-à-dire qui est un fonds d'investissement et qui va accompagner donc, des sociétés dans le domaine de la santé. Donc, pour moi, c'est tout à fait lié la santé et l'argent. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans mon environnement, qui sont des investisseurs et qui me disent qu'ils ne comprennent pas bien le business de la santé parce que se faire du fric sur le dos des patients, c'est parfois un peu dérangeant, en tout cas en France. Tu n'as pas du tout ce sentiment ? Alors, je vais te raconter une anecdote. Quand on a démarré KT Innovation il y a 10 ans, le premier fonds, on disait on va faire du digital, de la tech, tout sauf la santé. Ah oui. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on pensait à ce moment-là que la santé, c'était plutôt de la biotech, et ce qui était le cas, Oui. et de la medtech. Okay, et en effet, je pense que ça pouvait rejoindre un petit peu cette vision que tu pouvais avoir. Et au fil des rencontres avec des entrepreneurs qui venaient du monde de la santé, parfois même du monde des hôpitaux, on arrivait à la conclusion que finalement, il y avait un besoin encore plus important. Pas parce qu'on va donner de l'argent sur le dos des patients, mais comment on va financer des sociétés ou des projets qui vont améliorer, sauver des vies, on va dire peut-être dans le futur aussi la longévité. Et on va en parler. Alors justement, KT voit des milliers de dossiers par an. Comment on fait pour trier et sélectionner les meilleurs dossiers ? Depuis le début, on a développé ce qu'on appelle un écosystème. Donc un écosystème où il y a évidemment les investisseurs qui vont être ceux qui vont faire l'investissement, exécuter l'investissement, mais comment trouver, sélectionner le bon dossier. Donc on va s'appuyer sur différents partenaires. Et dans cet écosystème-là, on a réussi à avoir comme investisseurs des groupes pharmaceutiques, okay, qui vont partager quels sont leurs besoins en termes, quelle est leur roadmap, quelles sont leurs priorités. Et donc déjà, on est capable et aussi les tendances, on est capable d'identifier les tendances de ce qui va se passer, premièrement. Deuxièmement, KT, on est présent sur 3 continents, donc Europe, États-Unis, Chine. Donc évidemment, on est très proche des viviers technologiques, mais on est aussi proche de ce qui se passe, quelles sont les tendances qui vont émerger dans le futur, dans lequel aussi on est en avant de phase de ce qui se passe. Et troisièmement, je dirais, c'est l'expérience évidemment des équipes, d'être capable de discerner entre les entrepreneurs qui peuvent pousser et un projet et scaler, et des entrepreneurs ou des sociétés qui vont peut-être rester, on va dire, plus locales. Mais quand tu reçois 3-4 000 dossiers par an, comment tu fais pour les trier ? Il y a une intelligence artificielle, il y a des gens qui scrutent des mots-clés ? Il y a les deux. Il y a un peu des deux. Alors premièrement, nous, on a un fonds qui investit à certains niveaux de maturité des sociétés. Donc ce qu'on appelle une série, un seed, une série A, une série B. Donc on n'est pas un fonds d'amorçage. Okay, donc on va venir un peu après. Donc il y a déjà normalement un produit où il y a déjà soit une traction commerciale ou soit tout simplement on sent un retour. Mais à la fin, c'est surtout l'équipe. Parce que parfois, ils doivent pivoter. Okay, ils peuvent démarrer avec quelque chose, ils se rendent compte en cours de route que finalement, il y a un marché plus important, ou alors il n'y a pas un product fit, et donc il a aussi la capacité de pivoter, ou tout simplement de se dire, OK, on démarre en France, si on parle des sociétés françaises, puis on va adresser le marché européen, et puis finalement on se rend compte qu'il y a une vraie opportunité aux États-Unis, et qu'il y a plus, je ne parle pas par la taille des États-Unis, mais simplement parce qu'il y a peut-être moins de concurrence dans différents marchés, et ça c'est beaucoup lié, je dirais, à la qualité, à l'expérience des équipes,
avec l'accompagnement évidemment des investisseurs pour pouvoir aussi orienter quand il le faut. On parle beaucoup des États-Unis, on parle rarement du marché français. Prenons l'exemple de Nabla. Ouais. Ils ont du succès aux États-Unis. Tu les connais bien parce que tu as investi dans la société. Et en France, j'ai l'impression que ça décolle pas encore. C'est paradoxal. C'est un super exemple, hein. Merci d'en parler. En fin de compte, donc Nabla, c'est une super équipe. Mais par contre, en effet, il n'y a pas de marché en Europe. Pourquoi? Parce que le marché du copilote, donc ce que fait Nabla, c'est simplement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une transcript des consultations chez le médecin. Donc on a tous eu l'expérience où le médecin, il prend un dictaphone, et puis après il le passe à l'ordinateur, et puis il modifie galère, quand même, machin, il ouais. modifie quand même, etc. Et donc ça demande beaucoup de temps beaucoup de temps. Aux États-Unis, surtout depuis le Covid, où tout doit être digitalisé, environ 20% du temps du travail des médecins est consacré à des tâches administratives. Et donc finalement, Nabla a fait le saut, alors que normalement les sociétés elles commencent à démontrer et à capter des premiers clients dans leur marché d'origine, dans lequel ils sont basés, et ils commencent à venir maintenant en Europe. Mais encore une fois, il y a aussi cette notion de budget. Ce n'est pas les mêmes budgets quand on est en France, ou les budgets qu'on peut avoir aux États-Unis. Et quand on a envie de grandir et de se développer, d'être capable aussi de financer aussi des nouveaux produits, et donc d'un roadmap produit, donc il faut capable aussi d'attirer des talents. Donc on a besoin de clients. Le marché français, c'est quand même 35 milliards. En Allemagne, c'est 43 milliards, donc c'est pas très éloigné. Mais on a toujours l'impression qu'en France, il n'y a rien à faire. Encore une fois, je peux citer quelques sociétés, pas uniquement parce qu'elles sont dans notre portefeuille, mais aussi parce que c'est vraiment des pépites niveau je dirais même niveau monde, hein, dans leur domaine. Hawkin, par exemple, qui est probablement le précurseur, notamment dans l'intelligence artificielle, et qu'on parlait à l'époque, on a investi dans Hawkin en 2017 Avec pour la société. Thomas Clausel, voilà. Et on a investi donc en 2017, la société a été créée en 2015, et à ce moment-là, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. On a plus récemment investi... Et Hawkin, c'est une société rentable? On peut être rentable en disant, OK, parce que la société a des clients, donc il y a des revenus qui sont assez importants, mais par contre, on a envie de créer, de développer des nouveaux produits. Donc la rentabilité aussi, elle se mesure à différents moments. Donc on pourrait dire qu'Hawkin est rentable et on a investi pour capter, pour attirer des talents, pour continuer d'innover. Parce que si on reste sur ce que faisait Hawkin en 2017, on aurait une société qui marche très très bien, mais peut-être pas avec les ambitions qu'on a à la fois qu'ont les fondateurs et qu'ont les investisseurs autour de la table, et aussi parce qu'on a cette traction-là, on voit l'industrie pharmaceutique dans quelle direction elle va, et on a trouvé différents produits ou plateformes qui correspondent aux besoins. J'ai reçu des chirurgiens, des médecins dans David Opère qui me disent que les investisseurs, ils comprennent mal leur quotidien et du coup, ils investissent dans des startups santé qui n'ont pas d'usage. Tu en penses quoi? En fin de compte, on a deux types d'investissements. C'est un pour adresser un besoin qui existe aujourd'hui et aussi être capable d'identifier des besoins, comment les besoins vont évoluer et comment la technologie peut répondre aux besoins futurs. Donc les operating partners sont principalement des anciens industriels comme Didier Deltor, par exemple? Non, mais ça peut être des médecins. Ah, des médecins. Ça peut être des médecins, donc justement, qui vont nous dire, voilà, mais en fin de compte, moi j'ai vécu ce besoin-là, le pain point, il est réel. Et donc nous, encore une fois, nous, et j'imagine que d'autres font, donc je ne suis pas là uniquement pour parler de KT, c'est être capable de s'entourer aussi de personnes qui ont vécu ce quotidien et qui peuvent aussi nous orienter, nous aider et compléter, je dirais, cette compréhension et cette conviction quand on va investir dans telle ou telle société. Alors, en parlant de pain point, les industriels français, HealthTech, MedTech, se plaignent de la réglementation, le MDR, la HAS, la NSM, etc., etc. Et donc, ça les pousse à partir de la France. Ils sont vraiment très remontés, je dirais même très en colère. Est-ce que toi, tu partages ce sentiment? Je pense qu'on a, dans certains secteurs et dans celui de la santé, oui, parfois des étapes ou des délais, voilà, des délais qui font que
les entrepreneurs, parfois, il y a un time to market et donc ils vont aller ailleurs parce que c'est plus rapide. Et oui, parce que les essais cliniques en France, ça peut être 24 mois, alors qu'en Inde, c'est 9 mois et aux États-Unis, c'est 6 mois. Donc C'est ça. c'est extrêmement, Et donc, je compliqué. dirais que voilà, ce qu'il faut, c'est essayer d'être un peu plus réactif, de devenir un peu moins je sais pas si cet éléphant qui parfois s'endort un petit peu en Europe, et on le voit, et encore une fois, je ne suis pas là pour parler de politique surtout, mais dans certains cas, les États-Unis ou la Chine vont beaucoup plus vite que l'Europe. Nous, notre vision, elle est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a un talent extraordinaire en France, notamment dans l'intelligence artificielle, qui adresse le secteur de la santé, mais le risque, il est que finalement, on met trop de barrières ou trop de bâtons, d'obstacles pour pouvoir scaler, pour pouvoir vraiment construire ces acteurs qui peuvent concurrencer après des Américains ou des Asiatiques. Si tu étais médecin, dans tout le portefeuille de Cathay, si tu devais choisir juste une solution, tu prendrais laquelle? Et on peut parler d'un Résilience, mais on peut parler d'un Okin, on peut parler d'un Akemia, par exemple, quand on parle de sociétés qui vont développer des molécules, qui vont les faire de façon plus rapide. On peut parler d'Inato aussi dans les tests cliniques, qui aujourd'hui est devenu un acteur incontournable pour les pharma d'utiliser leur plateforme pour les tests cliniques. Donc voilà, j'ai cité quelques noms, parce que chacune de ces sociétés a une mission qui est extrêmement importante, dans la vie, dans nos vies. Si tu étais ministre, on passe de médecin à ministre, si tu devais mettre une seule mesure en place, très concrète, pour faire accélérer les startups santé en France et pas à l'international, tu ferais quoi? Moi, je pense qu'un think tank, c'est-à-dire où on met les autorités, des représentants des hôpitaux et des start-upers, c'est quelque chose qui pourrait faire avancer les choses. Je pense qu'un espèce de Davos dans la santé, ou même dans d'autres secteurs, mais puisqu'on parle de santé, c'est quelque chose qui pourrait avoir énormément de valeur, parce que nous, ce qu'on essaie de faire aussi, alors on n'est pas ministre et on n'influence pas évidemment les programmes, mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on réunit ces entrepreneurs-là avec ces investisseurs stratégiques, comme je citais avant, et parce que l'échange est très important. Jackie, merci infiniment, c'était très enrichissant et je te souhaite bon courage pour tes futurs investissements dans la MedTech et dans la HealthTech. Merci beaucoup. Merci David, merci pour cette invitation. À très bientôt. Et bien voilà, ce que je retiens de mon échange avec Jackie, c'est qu'il faudrait régulièrement réunir autour de la même table les médecins, les administratifs et les startups pour accélérer l'innovation médicale.